Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et ainsi apporter plus de richesse et de profondeur dans nos existences. Et surtout, réfléchir à notre éthique de vie, que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Et si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 ou épisode introductif dans lequel je vais vous présenter les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Alors que les Gilets jaunes continuent à être actifs, ce mouvement nous amène à nous demander comment nous sommes arrivés dans une situation aussi conflictuelle, à tel point que l'armée maintenant a été appelée pour sécuriser les lieux publics et s'assurer que suffisamment de policiers seront disponibles pour mater les manifestants. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le gouvernement et les médias qui le soutiennent ne veulent faire qu'une seule chose, réprimer le mouvement sans rien lui accorder. Le problème, c'est que s'ils répriment ce mouvement, cela veut dire que les causes n'auront pas été traitées, et donc que potentiellement cette colère sera encore là dans le pays et pourrait exploser à nouveau dans le futur. La réprimer par la violence et espérer qu'elle disparaisse, c'est complètement illusoire. Les frustrations resteront, et ce seront des braises ardentes auxquelles il ne manquera qu'un peu de paille pour qu'elles s'enflamment à nouveau. Et cette colère, ces braises, ont des causes profondes qui ont déjà été expliquées. Entre, par exemple, paupérisation des classes moyennes, augmentation de la pauvreté, dérèglement climatique et rejet des politiques en faveur des plus riches qui exacerbent les inégalités et le sentiment d'injustice. Et un des éléments clés de ce sentiment d'injustice, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF. Je suis persuadé que cette décision a été perçue comme une insulte grave pour une grande partie de la population. Le gouvernement a augmenté les privilèges de la classe la plus aisée en espérant que cela ait un impact sur l'économie. Or, cette théorie économique dite du ruissellement n'a jamais été prouvée de n'importe quel point de vue. Il n'y a jamais eu le moindre début de preuve qui pourrait la valider. C'est donc un vrai cadeau fait aux plus riches pendant que les catégories les moins aisées galèrent de plus en plus. Et le gouvernement a dit qu'il était peu disposé à faire quoi que ce soit de significatif pour améliorer leur situation. D'ailleurs, la seule chose qu'il pourrait faire pour pacifier les gilets jaunes serait de rétablir l'ISF. Je suis presque sûr que cela calmerait la situation où ils auraient le sentiment d'avoir été entendus, respectés. Mais Macron a déjà dit qu'il ne le ferait pas. Et donc la question que je me pose, c'est de comprendre pourquoi Macron s'entête-t-il ? Pourquoi cette loi lui tient-il tant à cœur ? C'est un boulet qu'il traîne depuis le début de son mandat, c'est une perte pour les finances de l'État. Alors pourquoi ? Il a expliqué plusieurs fois que cette mesure était dans son programme, alors il l'applique. Mais bon, on pourrait facilement lui rétorquer qu'il y a d'autres mesures dans son programme qu'il n'a pas hésité à renier. Par exemple, il est écrit « Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite ni au niveau des pensions ». Bon, c'est ça, c'est son programme électoral. Mais apparemment, les premières discussions sur cette réforme montrent bien qu'ils vont changer l'âge de départ à la retraite. Donc la cohérence et le respect du programme ne sont pas des éléments suffisants. Il faut chercher ailleurs. Pourquoi s'entêter sur cette mesure ? Eh bien, le livre de Juan Branco, Crépuscule, qui vient de sortir en librairie le 21 mars, nous donne plusieurs raisons qui expliquent cette politique en faveur des plus riches et qui expliquent également la position sans concession du gouvernement et l'utilisation massive de la violence d'État contre le mouvement des Gilets jaunes. Branco nous explique que Macron doit son élection aux oligarques français et à son réseau dans le milieu de la haute administration et de la finance, et c'est pour cela qu'il met en place des mesures pour les satisfaire. D'autre part, son élection, ainsi que celle de bon nombre des députés En Marche, vient de la propagande massive pro-Macron. Et donc, ils savent, ces gens-là, qu'ils ont été élus par les puissances d'argent, qui manipulent l'opinion par les médias, et une grande partie d'entre eux, donc, n'ont que peu de liens avec la population, avec les classes moyennes et populaires. Alors certains diront qu'il n'y a là rien de nouveau à cela, non ? Sarkozy était lié à Bouygues, il a vogué sur le yacht de Bolloré, et on peut trouver quantité de liens entre des hommes et femmes politiques et les grands patrons français ou avec la haute administration. Après tout, ça a toujours été comme ça, ce n'est rien de nouveau. Et donc Macron n'est pas différent des autres en ce sens.
Et cette argumentation n'est pas complètement fausse après tout, car effectivement, toute personnalité qui désire accéder au pouvoir se doit de se créer un réseau et d'avoir des hommes d'influence qui peuvent l'aider. Cependant, il y a une grande différence avec ses prédécesseurs, car Macron est le premier qui ait été élu presque uniquement grâce à ses liens, et si peu grâce à une connexion avec la population. Car Macron n'a jamais eu de mandat, il n'a pas eu de contact direct avec la population avant, il n'a pas eu de responsabilité directe en tant que maire ou député, ni de contact avec les devoirs que cela implique. Son monde a toujours été celui de la haute administration et des liens avec les milliardaires qui l'ont construit. Et donc il est complètement déconnecté des besoins de la population. Son logiciel de pensée est uniquement celui du réseau dans lequel il a évolué et qu'il évolue encore, et ce réseau n'intègre pas les classes moyennes et populaires. Nous allons donc voir maintenant comment cela est possible grâce aux explications que Juan Branco nous donne dans son livre. Si vous voulez avoir une idée de qui est Branco, je vous conseille de regarder ou d'écouter l'interview qu'il a donnée sur la chaîne internet Thinkerview, une longue interview de presque 2 heures qui permet de comprendre son parcours, les difficultés qu'il a rencontrées pour publier son livre et ses motivations. Et si vous voulez aller plus loin, je vous encourage bien évidemment à lire son livre. Ici donc je vais vous parler de la version PDF du livre que vous pouvez télécharger sur internet et je mets le lien du livre dans la description sur ma chaîne YouTube. Dans la première partie du livre donc, il décrit en détail les liens entre Macron et les milliardaires français qui sont propriétaires des plus grands médias, c'est-à-dire Niel, Arnault et Lagardère. Et il nous décrit les mécanismes mis en place pour permettre l'élection de Macron. Alors le système est assez simple, c'est limpide. Tout d'abord, on ne peut douter du fait que de grands patrons essaient d'avoir le plus d'influence possible sur les dirigeants d'un pays. Ils doivent le faire pour protéger leurs intérêts économiques et d'une certaine manière, on pourrait dire que s'ils n'essayaient pas de le faire, alors ce seraient de mauvais dirigeants. Donc qu'ils essaient d'avoir de l'influence, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'ils en aient autant, car dans un système démocratique, les réseaux d'influence devraient pouvoir s'équilibrer. Et surtout, les représentants, c'est-à-dire les députés ou notre président, devraient prendre des décisions qui reflètent les besoins et intérêts des représentés, c'est-à-dire de la population. Et enfin, on aimerait bien que ce soit le cas. Mais la grande nouveauté maintenant, c'est que ces grands patrons ont réalisé ici leur meilleur coup en réussissant à mettre leur homme à la présidence de la République, Emmanuel Macron. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ce sont eux qui ont fait en sorte que Macron soit élu. Ils l'ont choisi et appuyé pour cela. Et c'est pour ça qu'on peut les appeler des oligarques. Alors tout d'abord, il est évident qu'ils ont constaté, comme d'autres, que les partis classiques étaient en perte de vitesse, en crise, et qu'il était nécessaire d'avoir de nouvelles figures, surtout après que Sarkozy et Hollande ont tous les deux coulé leurs partis respectifs. Il fallait donc un renouveau, et ce constat d'ailleurs ne date pas de la dernière élection présidentielle, mais d'avant, et ils n'ont pas été les seuls à faire cette analyse. D'ailleurs, la création du parti La France Insoumise est aussi le fruit de ce constat. Et ce désamour des partis classiques est visible dans de nombreux pays. Aux États-Unis, bien sûr, avec l'élection de Trump, un candidat initialement hors parti, mais aussi en Italie ou en Espagne. Les réseaux de pouvoir avaient donc intérêt à trouver d'autres alternatives en dehors des partis classiques et qu'ils pouvaient incarner une sorte de renouveau de la politique que les Français attendaient tant. Et surtout qu'ils avaient besoin d'une solution pour défendre au mieux leurs intérêts. Mais comment faire élire un presque inconnu, un homme qui n'a jamais été élu, qui n'a pas de parti pour le soutenir, qui n'a pas encore de vrai soutien de poids dans le système politique? Donc Branco nous explique que pour que Macron soit connu, il a bénéficié d'une presse dithyrambique qui a permis son élection. Macron a eu 29 unes dans les principaux médias, Paris Match, L'Express, VSD et d'autres. Cela montre le matraquage en termes d'image, l'omniprésence d'une image. Or, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études de marketing pour savoir que, pour vendre un produit, il faut le rendre visible le plus possible. Macron est un produit. Reste à savoir s'il est rapidement périssable ou pas, comme une star de télé-réalité dont l'étoile descend aussi vite qu'elle est montée. Et pour permettre cette presse dithyrambique, Macron a bénéficié de l'aide de Michel Marchand, dite Mimi. Et Juan Branco nous parle d'un ouvrage qui a été consacré à cette femme, un livre intitulé Mimi, donc qui a été publié chez Grasset en septembre 2018. On y apprend que Michel Marchand, qui dans sa première vie a été emprisonné pour trafic de drogue, est depuis devenue la reine des magazines People, une pièce essentielle pour construire ou détruire des réputations. Et les auteurs du livre Mimi expliquent que c'est Xavier Niel qui a présenté Mimi Marchand à Brigitte Macron pour qu'elle s'occupe de l'image de Emmanuel Macron et de sa femme, et donc surtout pour le faire élire. Et une photo montre l'importance de cette femme, de Mimi Marchand, qui pose dans le bureau de la présidence en faisant le V de la victoire. Comme souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Et Xavier Niel, il faut le rappeler, est tout de même la 8e fortune de France, patron de Free et surtout du groupe Le Monde, qui compte aussi Le Nouvel Observateur et Télérama. Et Niel est un proche de Macron.
D'ailleurs, Niel a dit sur Europe 1, la radio de Lagardère, à quel point il aimait Macron et que c'est un président formidable. Et il a dit ça en plein milieu de la crise des Gilets jaunes, décembre. Mais comment Mimi Marchand pourrait diffuser les images que son agence de paparazzi a volées ici ou là? Elle a besoin des magazines People, les Paris Match, VSD et Closer, et d'autres qui nous ont abreuvés de ces images macroniennes. Or, cette Mimi serait, selon les auteurs du livre, la vraie directrice de la rédaction du journal Paris Match, journal qui est sous la coupe de Arnaud Lagardère, un autre milliardaire, ami de Macron, puisqu'il était son client quand Macron était à la banque Rothschild. Et Branco nous révèle que lorsque Macron était ministre de l'économie, Lagardère a mis à sa disposition son homme de main dans les médias, qui s'appelle Ramzi Kiroun, et que l'Obs a nommé en 2015 l'homme le plus influent de France. Rien que ça. D'ailleurs, avant de travailler pour Lagardère, Kiroun travaillait, lui, pour Dominique Strauss-Kahn, et faisait tout son possible pour étouffer toutes les affaires qui auraient pu éclabousser l'ex-futur candidat. C'est donc un cadeau en or que Lagardère a fait à Macron. Alors il commence à y avoir du beau monde pour soutenir Macron, non? Deux milliardaires parmi les principales fortunes de France, Niel et Lagardère, l'homme le plus influent de France selon l'Obs, Kiroun, et la reine des paparazzi. Et donc il ne manque plus qu'un autre milliardaire très proche de Macron, c'est Bernard Arnault, première fortune de France, dont la fille Delphine Arnault est la compagne de Xavier Niel, et oui, rien que ça, avec qui elle a eu un enfant. Mais c'est aussi une proche amie de Brigitte Macron qui a été la prof des enfants de Bernard Arnault, et donc des demi-frères de Delphine Arnault. Alors dans un collège normal, il n'y a pas beaucoup de liens entre les professeurs et les parents, mais dans les collèges chics de Paris, ces liens sont beaucoup plus proches. Et plusieurs articles racontent comment Delphine Arnault et Madame Macron se sont liés d'amitié. Arnault d'ailleurs qui doit une partie de son empire à l'État, puisque dans les années 80, Fabius, alors Premier ministre, lui a permis de racheter l'entreprise Boussac avec une aide conséquente de l'État. Et c'est cela qui lui a permis de construire son empire à base de restructuration et de plans sociaux. Monsieur Arnault, encore lui, qui est le principal bénéficiaire des politiques fiscales mises en œuvre par Macron, alors même qu'ils sont amis. Mais cela ne semble gêner personne, aucun scandale, aucun conflit d'intérêts. La presse est silencieuse. Moi, dans mon travail par le passé, j'ai eu à effectuer des appels d'offres. Et si jamais il y avait le moindre doute de ce style, ce aurait été leur envoi immédiat pour faute lourde. Mais non, là, rien. Non seulement Macron est toujours en poste, mais surtout, personne n'en parle. Et Branco veut aussi montrer à quel point le système journalistique est totalement compromis et incapable d'aller au bout des investigations à cause de l'influence de ces milliardaires qui possèdent ces médias et donc qui influencent les politiques de notre pays. Branco insiste sur le fait que les journaux principaux dépendent maintenant beaucoup moins de l'abonnement des lecteurs que des actionnaires eux-mêmes qui mettent la main à la poche et surtout des annonces publicitaires. Or, Branco nous rappelle que M. Arnault n'est pas seulement le propriétaire de plusieurs médias, dont Le Parisien ou Les Échos, mais aussi le premier annonceur de France. Et Branco nous dit qu'il détient donc un droit de vie et de mort sur n'importe quel média, car il suffit de couper la publicité et la presse s'écroule, car elle n'a pas assez d'abonnés. Les journaux sont des entreprises, ils doivent donc avoir un business model qui soit durable. Or, ils ne peuvent pas faire confiance aux lecteurs, qui ne s'abonnent plus, donc ils doivent s'en remettre à la pub et aux actionnaires. En ce sens, il faut noter que la situation de Mediapart, par exemple, est différente, car même si Niel possède encore quelque part, eh bien ce média dépend surtout de ses abonnés. Ils sont donc encore dépendants de leurs lecteurs, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la liberté d'information. Et prenons un exemple. Aucun journaliste du journal Le Monde n'a cherché à se pencher sur les liens étroits de Macron avec les grands patrons, et certainement pas avec Xavier Niel, le propriétaire du Monde. Branco nous explique que ce lien a été mentionné lorsque la journaliste la plus médiatique du journal, Raphaël Baquet, a fait la recension du livre Mimi, dont on parlait avant. Mais elle n'a pas cherché à creuser plus avant. Ces liens n'ont pas semblé l'offusquer pour en faire un sujet essentiel. Il est beaucoup plus important de s'attaquer à un sous-fifre, un Benalla, dont les actes sont évidemment détestables, mais sont secondaires, ridicules à côté de l'influence possible de Niel ou de Bernard Arnault dans l'élection de Macron. D'ailleurs, dans son article, Madame Baquet s'interroge et écrit « Le plus étonnant est qu'une femme comme Mimi soit si facilement entrée dans l'intimité d'Emmanuel et Brigitte Macron. » Mais elle ne donne pas la réponse, à savoir, c'est Xavier Niel, le patron du Monde qui les a présentés. Voilà un exemple frappant d'autocensure, ou peut-être le pire mensonge honteux. Bien sûr, Madame Baquet et les autres journalistes se défendent toujours de leur objectivité absolue, et surtout du fait qu'ils ne sont pas influencés par leur patron. Or, d'une part, l'objectivité absolue, cela n'existe pas. Et d'autre part, tous ceux qui ont été employés une fois dans leur vie, qui ont eu un patron,
savent à quel point un employé réfléchira toujours longuement avant de parler ouvertement de manière négative ou critique de son patron. C'est évident que nous nous autocensurons, que ce soit dans un journal ou dans n'importe quelle entreprise, que nous voyons le patron tous les jours ou que nous ne l'ayons jamais croisé. Je ne crois pas que les journalistes soient supérieurs au commun des mortels. Et après, les journalistes et éditorialistes se demandent pourquoi il y a une montée de la colère contre leur profession. Mais est-ce de la stupidité ou plus probablement un instinct de survie qui les pousse à défendre leur système? Dans 20, 30 ans ou peut-être 40 ans, cela ne m'étonnerait pas que les historiens se penchent sur cette époque et les journalistes feraient bien de se planquer. La honte s'abattra sur eux lorsqu'on verra à quel point ils sont subjectifs. Il n'y a qu'à regarder la couverture des Gilets jaunes pour le comprendre. D'ailleurs, qu'ils soient subjectifs, ce n'est pas vraiment le problème, puisque comme je l'ai dit, l'objectivité absolue, ça n'existe pas. Ils doivent juste admettre leur parti pris évident. Donc Branco a montré que les liens entre Macron et les milliardaires qui ont permis son élection sont évidents. Et tout comme les médias doivent leur survie aux actionnaires, et sont donc conciliants avec eux, Macron doit son élection à ses oligarques, et donc il les soigne. Plus loin, Branco parle des liens entre Macron et les réseaux financiers, banquiers, l'inspection générale des finances et le système de pantouflage, c'est-à-dire lorsqu'on passe du public au privé, et aussi de rétro-pantouflage quand on passe du privé vers le public, avec comme objectif principal la captation des ressources de l'État via des privatisations comme celle de l'aéroport de Paris par exemple, ou des octrois de licences téléphoniques comme celle de Free qui a bénéficié à Xavier Niel, et d'autres décisions majeures comme celle qui a profité à Bernard Arnault comme je l'ai expliqué plus avant. Ces liens sont aussi expliqués par Laurent Mauduit dans son livre La Caste que je vous recommande également. Et un bon exemple, c'est notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui est un parfait exemple de pantouflage et de rétro-pantouflage, puisqu'il a d'abord été député, puis directeur des affaires publiques de Areva, donc lobby du nucléaire, avant de redevenir maire. Édouard Philippe, dont les médias nous ont fait croire qu'il est arrivé à ce poste un peu par hasard, alors qu'en fait, il fait complètement partie de ce réseau d'influence, comme Branco nous l'explique. Je ne vais pas m'apesantir sur ces liens qui sont pourtant très importants à comprendre pour saisir le fait que Macron, son gouvernement et ses députés évoluent dans un monde déconnecté de la réalité de la grande majorité des Français. Ils savent qu'ils doivent leurs élections en grande partie à ces réseaux et à l'influence des oligarques. Ils sont donc, comme je le disais, hors sol, comme l'agriculture qui fait pousser des tomates hors sol ou qui élève des porcs ou des poulets qui ne voient jamais le jour ni le sol déconnecté. Et pour illustrer cette déconnexion et ce sentiment de supériorité abjecte qui habite Macron et les siens, il faut lire la deuxième partie du livre dans lequel Branco prend un cas concret pour donner un exemple du système d'ascension et de réseautage qui permet à un tout jeune diplômé de 23 ans de devenir membre du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine sous la présidence de Hollande, uniquement par copinage, puis il est devenu député à 28 ans, ce qui lui a permis ensuite de devenir le plus jeune membre d'un gouvernement de toute la Ve République. Il s'agit de Gabriel Attal. Alors je ne vais pas revenir sur ce cas, vous pouvez le retrouver en détail dans le livre. Enfin, comprenez tout de même que ce système permet la nomination de quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'il avait 23 ans, et qui pendant des années s'est présenté comme fan de Sarkozy. Puis, grâce à ses liens avec la fille de Marisol Touraine, est nommé au sein d'un gouvernement socialiste, avec tous les énormes avantages que cela implique, et les responsabilités qui vont avec. Et cette personne ne connaissait absolument rien au travail qu'il devait faire, c'est-à-dire l'administration de la santé. Or, Branco montre que l'entourage de Macron est composé de nombreuses personnes comme ce Gabriel Attal, des gens qui n'ont aucun lien avec la population, qui ont été élus grâce à la vague de soutien reçue par Macron et appuyés par la presse et les oligarques. Ils n'ont pas été élus grâce à leur connaissance politique ou grâce à leur connaissance de leur circonscription ou des problématiques de la population, comme c'était le cas pour les députés, même lors des élections de 2012. Mais ils le doivent uniquement à ce système de réseau qui regroupe les grands patrons, les hauts fonctionnaires liés aux grandes entreprises et aux réseaux financiers. Ce sont des personnes qui sont censées représenter le peuple, alors qu'ils n'ont en fait aucun lien avec celui-ci. Et c'est là la grande différence avec les gouvernements précédents, et c'est pour ça qu'il est important de se rendre compte de cela. Et c'est pourquoi ils s'entêtent, c'est pourquoi ils n'hésitent pas à faire passer des lois liberticides, comme celle sur le droit de manifester, qui légitiment la violence extrême des policiers, ou encore qu'ils votent la privatisation de l'aéroport de Paris pour affaiblir l'État. Il ne faut alors pas s'étonner du rejet violent qu'ils inspirent. Mais je m'inquiète de ce climat délétère et de voir un gouvernement qui est sourd aux demandes des manifestants, qui n'a aucune envie de ramener le calme autrement que par plus de violence pour légitimer leur élection qui n'est en fait uniquement due par leur support qu'au réseau qu'ils ont construit.
De plus, on pourrait se demander, mais quelle est leur stratégie? N'ont-ils aucune envie d'être réélus? Là, on pourrait donner deux réponses à cela. Tout d'abord, la politique n'est peut-être pas leur intérêt premier. Ils n'hésiteront pas à repartir dans le privé une fois qu'ils auront mis le pays à feu et à sang. Car c'est le cas, au fond, notre pays est déjà à feu et à sang. Un autre élément de réponse peut se trouver dans la récente campagne de médiatisation faite actuellement pour promouvoir Marine Le Pen, pour lui donner des airs d'alternative politique et faire en sorte, au final, que le second tour de la prochaine élection présidentielle se joue encore une fois entre elle et Macron. Mais la prochaine fois, ce n'est pas sûr que Macron gagnera. Alors le livre de Branco donne de nombreux autres détails sur les liens de Macron avec ses oligarques et avec les réseaux financiers. Je vous encourage vraiment à le lire pour comprendre tous les détails. Mais après ce constat déprimant qui pourrait nous paralyser, la grande question est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors tout d'abord, je vous invite à rester informé, à partir de sources indépendantes des médias dominants, d'avoir un esprit critique pour éviter de se faire manipuler par des campagnes médiatiques. Il faut recouper les informations. Par exemple, j'ai recoupé certaines affirmations de Branco pour être sûr de ne pas relayer des erreurs. Ensuite, les Gilets jaunes parlent beaucoup de démocratie. Et une pleine démocratie est celle dans laquelle chaque citoyen est correctement informé et prend des décisions en toute conscience d'un point de vue politique, écologique et sociétal. Les politiques libérales détruisent notre environnement, détruisent notre système. Il faut donc avoir un changement qui soit radical. Et pour l'instant, le seul moyen légal pour obtenir le changement, c'est encore les élections, même si elles sont manipulées. Mais cela passe aussi par nos décisions individuelles de style de vie que nous sommes prêts à adopter ou pas. Je pourrais continuer pendant des heures sur ces sujets. Si vous voulez que je parle plus du livre de Branco ou plutôt du modèle de société vers lequel se diriger, alors laissez-moi un commentaire, je serai ravi d'élaborer encore. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, Homo Ethicus, où vous pourrez retrouver cet épisode. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les références du livre de Branco, du livre Mimi que j'ai parlé avant, et aussi de Laurent Mauduit, La Caste. J'y mets aussi le lien vers l'interview sur le site de Thinkerview que je recommande vraiment. Et surtout, pour vos livres, soutenez vos libraires locaux plutôt que de commander vers Amazon. Et si vous voulez me soutenir, et ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. De préférence en mettant le plus d'étoiles possible, ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité, de partager ces sources d'informations et d'inspiration dont je vous parle. Et aussi donc de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus. Et comme disait l'autre, Banzai!